Bonjour, aujourd'hui une deuxième vidéo sur ce chapitre, la commande réflexe du muscle. Dans une précédente vidéo, vous avez vu que lors du réflexe mutatique, il y a la naissance d'un message nerveux au niveau du fuseau neuromusculaire, message qui circule au travers du neurone sensoriel et du neurone moteur. Cette vidéo va nous permettre de définir un peu ce qu'on appelle un message nerveux et de comprendre les propriétés de ces messages. Alors, cette capacité du message nerveux à générer des signaux électriques ou des signaux nerveux repose sur une propriété essentielle qu'on appelle l'excitabilité. Le neurone est une cellule excitable, c'est-à-dire que comme toute cellule, il a un état de repos, qu'on va appeler le potentiel de repos, mais la cellule nerveuse a la capacité de modifier cet état de repos pour faire naître un signal élémentaire qu'on appelle un potentiel d'action. Alors avant justement de définir un potentiel d'action, il faut déjà être clair sur ce qu'on appelle le potentiel de repos et la manière dont on enregistre cet état de repos, c'est-à-dire, je répète, du neurone qui n'émet aucun signal, aucun message. Donc ici, pour évaluer ce potentiel de repos, il nous faut un oscilloscope, deux électrodes, une microélectrode qu'on va implanter à l'intérieur du neurone intracellulaire et une électrode à l'extérieur. Cet oscilloscope va mesurer une tension, exprimée ici en millivolts, et une tension, c'est en fait une différence de potentiel. On parle aussi de DDP. Donc cette différence de potentiel, c'est la différence entre le potentiel intracellulaire, la charge électrique de l'intérieur de l'axone, et la charge électrique à l'extérieur du neurone. Et quand on branche notre oscilloscope, on s'aperçoit qu'on n'a pas une tension nulle de 0, mais une tension négative de moins 70 mV. Donc cette tension négative traduit qu'il y a bien une différence de potentiel entre mes deux milieux, et on va considérer que cette électrode ici à l'intérieur donne le potentiel intracytoplasmique, intracellulaire, potentiel électronégatif. Donc c'est comme si on avait une différence, une inégale répartition des charges positives et négatives de part et d'autre de la membrane. En considérant un excès ici, ou un déficit de charge positif, donc un état électronégatif négatif, et ici un excès à l'extérieur de charge positive, donc un état électropositif. Et cette différence de potentiel se traduit par cette tension de moins 70 mV qu'on appelle le potentiel de repos du neurone. Alors si on veut aller un tout petit peu plus loin, ici vous reconnaissez la membrane plasmique du neurone, le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire cytoplasmique, et en fait la membrane est perméable grâce à des canaux à deux ions, le potassium ici et le sodium. Et l'idée, c'est que vous voyez ici, il va sortir plus d'ions potassium via ces canaux du milieu intracytoplasmique vers l'extérieur par rapport aux ions sodium. Donc si on fait sortir plus d'ions potassium, on va créer un déficit ici de charge positive ou un excès de charge positive à l'extérieur. Donc cet excès de charge positive lié à la conductance du potassium va se traduire les charges positives que je rajoute ici, et le déficit de charge positive, puisqu'on fait sortir plus d'ions potassium qu'on arrive à faire entrer dans le sodium, va se traduire par cette charge électronégative et ces petits moins qu'on va placer ici. Donc si on résume, et si vous voulez retenir quelque chose de simple mais utile, vous allez considérer ici votre neurone, les deux électrodes à l'intérieur et à l'extérieur, l'oscilloscope. On voit bien la tension de moins 70 mV qui traduit, j'ai représenté ici cet état de repos, l'intérieur sous la membrane, un déficit de charge positif, on va traduire ça par des moins, un état électrique négatif, et au contraire ici un excès de charge positif, donc un état positif. Et c'est cette différence de potentiel qu'on appelle un potentiel de repos, potentiel de membrane. Alors maintenant qu'on a compris la notion de potentiel de repos, on va essayer de traduire comment le signal naît dans ce neurone. Donc ici j'ai le même dispositif expérimental, un oscilloscope, les deux microélectrodes. Je vais simplement rajouter des électrodes de stimulation qui ont comme objectif faire naître de manière artificielle un signal dans mon axone. Ce signal, ça c'est une propriété du neurone qu'on va voir, va être conduit, et à un moment évidemment il va passer sous l'électrode interne ici. Donc je vais pouvoir enregistrer au niveau de l'oscillo ce signal généré par le neurone ou l'axone. Et voilà à quoi ressemble ce signal. On s'aperçoit en fait qu'il correspond à une modification brève, puisque ça dure quelques millisecondes, de la tension, puisqu'on voit que la tension de moins 70 mV varie brutalement pour aller à une tension positive, donc on a une inversion de la polarité, de moins on passe à plus 30 mV, et ensuite on a une deuxième phase, on revient vers la polarité de départ. Et donc cette variation brève locale, puisqu'elle est localisée sous l'électrode d'enregistrement, correspond à ce qu'on appelle un signal élémentaire, et par opposition au potentiel de repos, où on a quelque chose de calme, on l'appelle le potentiel d'action. Donc le potentiel d'action est un signal élémentaire qui traduit sous l'électrode d'enregistrement une variation brève et locale de la tension qui règne dans ce neurone-là.
Alors vous devez expliquer un peu les différentes phases de ce potentiel d'action. Ici, vous exprimez la tension en millivolts, le temps. Au départ, ma fibre nerveuse est à son potentiel de repos, ce que je traduis par cet état électrique dont on a parlé tout à l'heure, électronégatif, des moins sous la membrane et des plus à l'extérieur, une inégale répartition des charges. Du coup ici, j'ai la première phase du potentiel d'action qu'on va appeler la phase de dépolarisation. On voit que le potentiel passe de moins 70 à plus 30 ou plus 40 millivolts. Cette inversion de polarité, je la traduis ici par ce petit schéma en mettant des charges positives à l'intérieur et des charges négatives à l'extérieur. En fait, dans la réalité, cette phase de dépolarisation est liée à une entrée d'ions sodium Na+, et si je fais rentrer des ions sodium du milieu extérieur vers le milieu intérieur, je dépolarise la membrane. Sous la membrane, j'apporte des charges positives. Et au contraire, les charges positives Na+, qui sont rentrées créent un déficit de charge à l'extérieur, d'où l'inversion de la polarité. La phase dite de repolarisation, ici de BAC, où le neurone va retourner sous l'électrode d'enregistrement à une polarité négative, et elle s'explique, elle, par la sortie, en fait, d'ions potassium. La fibre va laisser sortir des ions K+, potassium, du coup, elle va enlever des charges positives, et du coup, retrouver son état électrique négatif, et évidemment, en ajoutant ces potassium, elle va retrouver une polarité positive à l'extérieur. Donc, elle va retourner par ce jeu de mouvement d'ions, de part et d'autre de la membrane vers son potentiel de repos. Alors je rajoute quand même la phase CD d'hyperpolarisation, où on voit que momentanément l'intérieur du neurone est plus électronégatif, on n'est pas à moins 70, on est à moins 80 millivolts. Ça, c'est une phase particulière qu'on appelle l'hyperpolarisation, mais en quelques millisecondes, on a retrouvé la polarité de repos. Voilà les différentes phases, dépolarisation, repolarisation, les phases importantes du potentiel d'action. Et ces variations du potentiel, qui sont donc locales et brèves, sont liées à des mouvements d'ions de part et d'autre de la membrane. Alors les caractéristiques du potentiel d'action maintenant, on retrouve le dispositif expérimental, je vais stimuler ici avec mes électrodes et je vais enregistrer ce qui passe dans ma fibre nerveuse. La différence ici, c'est que je vais augmenter, et chaque histogramme traduit cette augmentation dans l'intensité des stimuli. Alors on voit ici que au niveau du potentiel de repos départ, ici il y a 3 stimulations qui donnent naissance à 3 légères dépolarisations, on passe de moins 110 à moins 65, moins 60 millivolts, mais dans ces 3 dépolarisations, il n'y a pas de naissance d'un PA. Par contre, quand on atteint cette intensité seuil ici de 4, et ben ça y est, on atteint ce qu'on appelle le potentiel seuil ou seuil de dépolarisation, et quand on atteint ce seuil de moins 50 millivolts, on arrive à faire naître un potentiel d'action. Par contre, ce potentiel d'action a d'emblée, on voit ici, son amplitude maximale et sa durée. Donc, par contre, si on continue d'augmenter l'intensité du stimulus 5 et 6, on s'aperçoit qu'on ne fait pas varier le PA, donc on arrive à une première propriété du PA, le PA est par définition invariant. Il obéit à la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que soit on n'a rien, et en dessous de ce seuil de stimulation, on n'a rien, c'est-à-dire aucun PA. Par contre, à partir de ce seuil, et quelle que soit l'intensité au-delà du seuil, le PA est toujours le même, il ne varie pas, il a toujours sa même amplitude, sa même durée. C'est important, donc c'est une propriété essentielle du PA, il est invariant, et il obéit donc à la loi du tout ou rien. Alors vous allez dire, oui, mais comment va-t-on pouvoir coder l'intensité croissante d'un stimulus? Eh bien, la diapo suivante vous l'explique. Ici, vous avez un muscle sur lequel je peux déposer des masses, donc je vais provoquer un étirement du muscle. Ici, le fuseau neuromusculaire va me permettre, via la fibre nerveuse qui est issue d'une dendrite, de voir ce qui se passe et d'enregistrer les messages envoyés au travers de cette fibre, grâce à l'oscilloscope. Ici, j'ai placé une masse de 4 grammes, je m'aperçois que pendant la période où je stimule avec cette masse le muscle, et ben le fuseau neuromusculaire a envoyé peut-être une dizaine de potentiels d'action dans la fibre. Donc ici, chaque trait vertical correspond à une variation de tension, c'est-à-dire un potentiel d'action. Lorsque j'augmente l'intensité de l'étirement du muscle en positionnant une masse de 20 grammes, je m'aperçois que le nombre de PA pendant la durée de stimulation augmente, et on le voit encore plus avec une masse de 30 grammes, le nombre de potentiels d'action émis par le récepteur et qui sont transportés par la fibre augmente aussi. Du coup, on arrive à une deuxième propriété. Le codage en fait de l'intensité d'un stimulus va se traduire en fréquence de potentiel d'action. Comme on ne peut pas faire varier le PA, qui est invariant par définition, on va pouvoir coder l'intensité d'un stimulus en augmentant le nombre de potentiels d'action émis ou qui vont être transporté par cette fibre nerveuse afférente, c'est-à-dire une dendrite. Donc on a un codage d'intensité en fréquence de PA. Donc vous voyez, chaque signal élémentaire PA correspond à un signal justement, mais c'est la somme de ces
PA de ces potentiels d'action, la fréquence de ces potentiels d'action qui code vraiment et qui donne vraiment un sens. Donc le message nerveux correspond à la séquence, à la fréquence de ces potentiels d'action. Alors dernière propriété du PA, sa conductivité. Au niveau d'une axone, j'ai, grâce à mes électrodes de stimulation, stimulé, fait naître un PA ici. Ce PA se déplace. À l'instant où je prends ma photo, il se situe ici. Je reconnais ici la variation brutale de la tension. Je vois ici l'inversion de polarité, les plus à l'intérieur, les moins à l'extérieur, ce qui traduit l'inversion de polarité, donc le potentiel d'action. Et l'idée, c'est que ce potentiel d'action, pourquoi il va se déplacer? Parce que ils vont se mettre en place des courants locaux. C'est-à-dire qu'ici, les charges positives vont être attirées par les charges négatives d'à côté. Donc on va avoir un déplacement de charges positives vers ici, et un déplacement, je ne l'ai pas représenté, mais de charges positives ici, attirées vers les moins de l'autre côté. Si ici j'enlève des charges positives, je vais baisser le potentiel, et si ici j'ajoute des charges positives, je vais créer une dépolarisation. Donc en fait, ces courants locaux vont permettre de régénérer, à côté ici, sur le segment d'à côté, un nouveau PA. Donc en fait, on a l'impression que le PA se déplace dans un axone. En fait, il se régénère, il est plus juste de dire qu'un PA se régénère de proche en proche par le jeu de ces courants locaux. La zone ici dépolarisée, via les courants locaux, va dépolariser et atteindre toujours le seuil de dépolarisation et faire naître un PA, qui à son tour va faire naître un PA externe. Alors vous pouvez dire, oui, mais il existe des courants locaux de l'autre côté, vous avez complètement raison, sauf que ces courants locaux, même s'ils entraînent des charges positives ici, le PA étant venu de ce côté-là, cette zone est encore dans la phase d'hyperpolarisation qui termine le PA, et donc ici on n'a pas les moyens de faire naître un PA. Donc le PA, retenez, se dirige en sens unique, il est régénéré de proche en proche. Alors ça c'était valable pour une fibre amyélinisée, sans gaine de myéline, mais vous savez qu'il existe des axones ou des dendrites avec des gaines de myéline, avec ce qu'on appelle des nœuds de Ranvier, une gaine, une discontinuité, une gaine, etc. Donc les nœuds de Ranvier sont des zones sans gaine. Et en fait, l'idée clé, c'est que le potentiel d'action dans ce cadre-là va lui aussi se régénérer, mais il va se régénérer de nœud en nœud, non pas de proche en proche. Et du coup, on va avoir ce qu'on appelle une conduction saltatoire, puisque le PA, ici, va régénérer un nouveau PA ici, qui va régénérer un nouveau PA. Donc le PA va se déplacer de nœud en nœud. Et évidemment, on va augmenter de cette manière la vitesse de conduction des messages nerveux. J'ai illustré ça par ce schéma. Ici, vous avez la gaine, l'axone, les nœuds de Ranvier. Dans la zone ici, j'ai représenté mon potentiel d'action, les charges positives à l'intérieur et extérieur, donc on est dans la zone d'inversion de la polarité, ce qu'on appelle un PA. Ce PA va générer des courants locaux, donc les courants locaux vont se faire en fait de nœud en nœud, les charges positives ici vont être attirées au nœud suivant par les charges négatives, et ici l'inverse, et du coup en apportant des charges positives ici, on va dépolariser ce secteur, qui va à un moment donné devenir dépolarisé avec inversion de polarité, bref on va générer un PA ici. Donc le PA va sauter de ce nœud en nœud, c'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire du message nerveux. Donc si je résume dans ce chapitre, vous devez retenir que le neurone est une cellule excitable, que au départ le potentiel de repos correspond justement à une inégale répartition des charges de part et d'autre de la membrane. Ce potentiel de repos est voisin de 70 000 volts. Et l'excitabilité du neurone, c'est sa capacité à modifier ce potentiel de repos, et cette modification brève, rapide et locale de ce potentiel de repos est ce qu'on appelle un signal élémentaire ou potentiel d'action. Ce potentiel d'action prend naissance au niveau des récepteurs sensoriels, vous avez vu le cas du fuseau neuromusculaire, ou on va le voir plus tard au niveau des synapses. Et la genèse d'un PA nécessite, n'oubliez pas, d'amener la membrane du neurone au potentiel seuil de moins 50 mV. Si on n'atteint pas ce seuil, on ne fait pas naître de PA. Par contre, le PA, une fois qu'on a atteint ce seuil, est invariant. On dit qu'il obéit à la loi du tout ou rien. De cette manière, l'intensité croissante d'un stimulus, comme l'intensité d'un étirement du muscle, va être codée en fréquence de PA émis par la fibre nerveuse issue du récepteur sensoriel. Donc on code l'intensité d'un stimulus en fréquence de PA. Et enfin, retenez que le PA est capable de se propager sans perte d'amplitude, il reste identique. En réalité, on a vu, le PA se régénère de proche en proche par l'intermédiaire de courants locaux. Ça, c'est valable dans les fibres amyéliniques sans gaine de myéline, et par contre, dans une fibre myélinisée, la conduction est saltatoire, les courants locaux se mettent en place entre les nœuds, du coup, on augmente la vitesse de propagation. Voilà pour les caractéristiques du message nerveux abordé dans ce chapitre 4.